Pourquoi? Pourquoi aurait-il fait quelque chose comme ça? Parfois, il suffit de quelques très mauvaises décisions de la part des pilotes pour provoquer une catastrophe aérienne. C'est du moins ainsi que les médias dépeignent les accidents d'avion. Mais est-ce vraiment vrai? L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui semble, dès le départ, être exactement un tel scénario, avec une négligence presque incroyable. Mais était-ce vraiment si simple? Restez à l'écoute. L'équipage de vol, qui se retrouvera plus tard dans un véritable scénario de cauchemar, a commencé cette journée dans un hôtel au Caire, en Égypte. Le commandant de bord et le copilote, qui travaillaient pour la compagnie du Moyen-Orient Gulf Air, avaient passé la nuit précédente à traîner avec d'autres membres de l'équipage. Et, dans le cas du commandant de bord, également à jouer dans un casino local. Et bien que le commandant de bord soit donc resté éveillé jusqu'à 3 heures du matin, leur prochain vol n'était pas avant l'après-midi suivant. Il a donc eu beaucoup de sommeil et se serait réveillé en se sentant bien reposé. La date était le 23 août, l'année 2000, et leur voyage assigné ce jour-là était le vol régulier 072 de Gulf Air de Le Caire vers la petite nation insulaire de Bahreïn, située à l'est de l'Arabie saoudite dans le golfe Persique. L'avion qu'ils allaient utiliser était un Airbus A320 de près de 6 ans qui était en excellent état technique, sans aucune panne significative enregistrée. La météo était également signalée comme excellente le long du trajet, avec des températures chaudes et pas un nuage dans le ciel. Les pilotes auraient donc dû s'attendre à un vol relativement simple alors qu'ils passaient en revue leur briefing pré-vol. Le commandant de bord était un capitaine de nationalité bahreïnienne, âgé de 37 ans, qui avait accumulé un total de 4 416 heures de vol au cours de sa carrière de 6 ans en tant que pilote chez Gulf Air. Il avait initialement rejoint l'entreprise en tant qu'élève ingénieur de vol à l'âge de seulement 17 ans, en 1979. Il a ensuite passé plusieurs années en tant qu'ingénieur de vol sur le Lockheed LDX-11 avant d'être promu copilote en 1994. Après cela, il a ensuite été transféré sur le Boeing 767 plus tard, la même année, puis encore sur l'Airbus A320 en 1998 pour revenir au 767 en 1999. Et enfin, de nouveau sur l'Airbus A320 en janvier de l'an 2000. Il a ensuite été promu commandant de bord sur l'Airbus A320 le 17 juin de la même année. Mais il a ensuite pris 3 semaines de vacances entre le 30 juillet et le 19 août. Donc, en conséquence, il n'avait accumulé que 86 heures en tant que commandant de bord au moment de ce vol. La plupart des pilotes qui avaient volé avec le commandant le décrivaient favorablement. Mais il avait seulement réussi de justesse son examen de progression en avril après avoir reçu de mauvaises notes sur 2 manœuvres d'urgence différentes. Certains pilotes ont également dit qu'il avait tendance à être trop confiant et réagissait parfois mal aux suggestions de ses copilotes. D'ailleurs, travaillant comme son copilote ce jour-là, il y avait un Omanais de 25 ans qui ne pilotait l'Airbus A320 pour Gulf Air que depuis avril de la même année. Ce qui signifie qu'il n'avait accumulé qu'un total de 608 heures. Son dossier de formation était assez irrégulier et, en fait, il avait initialement échoué à son test de compétences sur l'Airbus A320 en octobre 1999, après avoir reçu des notes D sur 7 éléments différents, y compris les approches VOR-DME, les atterrissages normaux, ainsi que la technologie d'automatisation. Les capitaines qui avaient volé avec le copilote le décrivaient comme timide, doux et légèrement réservé, bien qu'enthousiaste à apprendre. Et ils ont également mentionné qu'il avait montré des difficultés à gérer des situations inconnues, qu'il ne posait pas de questions clarifiantes et qu'il pourrait hésiter à contester le commandant de bord. Un instructeur avait délibérément testé le copilote sur ce point en dépassant volontairement les limites de vitesse de taxi lors d'une session de simulateur, juste pour voir si le copilote dirait quelque chose. Mais il ne l'a pas fait. Il convient également de mentionner que malgré sa très récente entrée en fonction, le copilote avait déjà un incident précédent à son actif. En janvier 2000, alors que le copilote suivait une formation en ligne sous supervision, l'avion qu'il pilotait a heurté des débris lors du décollage d'Abu Dhabi et n'a par la suite pas pu se pressuriser. Une enquête interne de Gulf Air sur cet incident a révélé que l'équipage de bord a fait preuve d'un mauvais pilotage et d'une mauvaise conscience de la situation lors de l'urgence. Et à cause de cela, le copilote a fini par être envoyé pour 2 jours de formation corrective.
Maintenant, je tiens vraiment à souligner ici que c'est ainsi qu'une compagnie aérienne devrait réagir si des lacunes de connaissances sont découvertes. Vous voyez, fournir une formation supplémentaire puis éventuellement effectuer des contrôles de lignes supplémentaires est une procédure standard lorsqu'un pilote a commis des erreurs qui n'étaient pas intentionnelles. Cela fait vraiment partie d'une culture juste où les gens ne devraient pas être punis s'ils ont fait quelque chose, mais ils ne le voulaient pas. Quoi qu'il en soit, malgré le dossier du copilote, il avait maintenant été placé avec un tout nouveau commandant de bord ayant peu d'expérience de commandement. Et cela n'arriverait pas dans la plupart des grandes compagnies aériennes aujourd'hui. Maintenant, Gulf Air avait une période probatoire pour les nouveaux commandants de bord, pendant laquelle ils ne pouvaient pas voler avec des copilotes inexpérimentés. Mais cette période ne durait à l'origine que 40 vols, et en 1999, la compagnie avait encore réduit cela à seulement 20 vols. Donc, au moment de ce vol, il n'y avait aucune restriction sur qui ce commandant de bord pouvait voler avec. Maintenant, si cela vous semble étrange que Gulf Air revienne sur une mesure de sécurité, vous ne seriez pas le seul à le penser. Et pour expliquer ce qui se passait vraiment ici, nous devons regarder un peu plus près cette compagnie aérienne, ce que je vais bientôt faire. Mais la vérité est qu'ils sont loin d'être les seuls à revenir sur les fonctionnalités de sécurité. À l'origine, Gulf Air était une filiale de la British Overseas Airways Corporation, l'ancêtre de British Airways, jusqu'en 1973, lorsqu'une participation majoritaire a été achetée conjointement par les gouvernements de Bahreïn, du Qatar, d'Amman et de l'Émirat d'Abu Dhabi, qui est devenu plus tard une partie des Émirats arabes unis. La compagnie aérienne a ensuite agi comme un transporteur commun pour tous ces pays, avec des routes s'étendant de New York à l'Australie. Officiellement, la compagnie aérienne était enregistrée à Oman, la plaçant sous l'autorité de la Direction générale de l'aviation civile et de la météorologie d'Oman, ou DGCAM, tandis que sa présidence était tournée chaque année entre les ressortissants de ces pays actionnaires. Au cours des années 90, Gulf Air a alors commencé à rencontrer des difficultés financières, et c'est là que les choses ont commencé à prendre un tournant très malheureux. Les registres de la DGCA d'Oman montrent que, pendant cette période, les régulateurs ont envoyé de nombreuses lettres à Gulf Air concernant des violations commises par la compagnie aérienne, dont beaucoup n'ont reçu aucune réponse ou ont simplement été corrigées de manière insuffisante. Gulf Air a par la suite été sanctionné à plusieurs reprises pour des violations dans des domaines allant des opérations de vol en raison de dépassement de limites de temps, de la formation au vol et de la tenue des registres, entre autres choses. Ces sanctions comprenaient des restrictions de son autorisation d'opération à 2 moteurs étendus Twin Engine Opération Performance Standard, la révocation de son droit d'effectuer des vols de convoyage à 3 moteurs sur ses Airbus A340 à 4 moteurs, ainsi que la suspension de plusieurs licences d'équipage de vol. Les inspecteurs de la DGCA affectés à Gulf Air ont noté que la compagnie aérienne ne disposait d'aucun programme de formation à la gestion des ressources de l'équipage, d'aucun programme de gestion de la qualité, d'aucun programme de sensibilisation à la sécurité, et manquait également de plusieurs autres éléments critiques requis par le règlement de l'aviation civile d'Oman. Maintenant, non seulement la communication avec Gulf Air sur ces questions était longue et difficile, un audit ultérieur a également révélé que la compagnie s'opposait à l'existence de nombreuses de ces réglementations en premier lieu. En fait, pendant cette période, au lieu d'essayer de se conformer, la compagnie réduisait activement le nombre de programmes de sécurité qu'elle avait mis en place. Par exemple, en 1992, Gulf Air avait lancé un programme de formation CRM en interne afin d'améliorer le travail d'équipe dans le cockpit. Mais cela a ensuite été interrompu en 1996 et remplacé par rien. Le responsable des facteurs humains de la compagnie aérienne a essayé d'organiser un nouveau programme de formation CRM, mais n'a absolument pas pu faire de progrès. Il a donc simplement démissionné, seulement pour que son remplaçant rencontre exactement le même problème. Maintenant, tout cela nous montre que la direction de Gulf Air semble avoir une attitude vraiment problématique envers la sécurité des vols. Et il semble que les dirigeants de Gulf Air aient pu considérer la sécurité comme un coût à minimiser, au lieu de reconnaître que des programmes de sécurité comme ceux-ci ont tendance à économiser de l'argent à long terme. Comme le dit le proverbe, si vous pensez que la sécurité est coûteuse, essayez d'avoir un accident. Maintenant, en 1999, Oman a alors introduit une exigence pour toutes les compagnies aériennes du pays d'avoir des programmes de formation CRM.
À ce moment-là, Gulf Air s'est essentiellement conformé et a contracté un tiers pour en mettre un en place en mai de l'an 2000. Mais ensuite, un litige contractuel a retardé son développement. Et au moment de ce vol, la formation n'avait toujours pas commencé. Cela signifiait que, puisque les deux pilotes du vol 072 avaient été formés AB initio en interne par Gulf Air, aucun n'avait jamais reçu de véritable formation CRM. Ce qui est un fait qui va devenir super important pour cette histoire. Mais ce n'était pas la seule formation cruciale qu'ils avaient manquée. Gulf Air n'a également pas inclus les remises de gaz normales dans son programme de formation sur simulateur récurrent, ni n'a fourni aux pilotes une formation continue sur simulateur sur la manière de répondre aux avertissements de proximité du sol. Et cela vaut également la peine d'être rappelé ici. Donc, dans l'ensemble, je dirais que la qualité de la formation que ces pilotes avaient reçue était probablement un peu en dessous du standard qui aurait dû être attendu. Et nous verrons bientôt les conséquences de cela. Retour au Caire pendant que les pilotes préparaient leur avion pour le départ. Le sixième membre de l'équipage de cabine supervisait l'embarquement des 135 passagers du vol, conduisant finalement à un total de 143 âmes à bord. Le vol était initialement prévu pour partir à 16 h heure locale, mais les pilotes ne sont arrivés à l'avion que peu de temps avant cela. L'équipage du vol précédent a rapporté que le commandant de bord avait semblé en colère à son arrivée et qu'il leur avait dit qu'ils étaient en retard, parce que certains membres du personnel au sol de la compagnie leur avaient indiqué la mauvaise porte. En conséquence, le vol a finalement décollé avec 52 minutes de retard, repoussant son heure d'arrivée prévue bien après 19 heures. À ce moment-là, il ferait complètement nuit à Bahreïn. Quoi qu'il en soit, les pilotes ont procédé à la préparation de l'avion et après un départ tout à fait normal, le vol a rapidement poursuivi son ascension jusqu'à son altitude de croisière puis a continué sans incident vers sa destination. Traversant la péninsule arabique avec le soleil se couchant derrière eux, le commandant de bord agissait en tant que pilote en fonction et le copilote en tant que pilote surveillant pour tout le vol. Et il n'y a aucune indication que quelque chose d'extraordinaire se soit produit pendant la phase de croisière du vol. Finalement, cependant, le vol 072 a commencé à se rapprocher de la destination et ils ont commencé leur descente alors qu'ils se trouvaient dans le secteur de contrôle du trafic aérien de Dammam en Arabie Saoudite. Et c'est ici que nous reprendrons la séquence des événements à 19h21 alors que l'avion descendait à travers 14 000 pieds. Le contrôle d'approche de Dammam a rapidement autorisé le vol 072 à procéder à sa discrétion directement vers le point d'approche initial pour la piste 1-2 à l'aéroport international de Bahreïn. Et le contrôleur leur a également dit de descendre à 3500 pieds et de contacter l'approche de Bahreïn. Le copilote a immédiatement répété cela, puis a contacté l'approche de Bahreïn pour signaler leur position. Lorsque le nouveau contrôleur a entendu cela, il a demandé au vol de confirmer qu'ils avaient été autorisés à descendre à 3500 pieds, ce qui était standard pour les avions en transition depuis Dammam. Mais le commandant de bord avait apparemment mal entendu cette précédente autorisation et a dit au copilote de signaler qu'il n'était autorisé qu'à 7000 pieds. Et le copilote a fait cela sans aucun type de protestation. En réponse, le contrôleur de Bahreïn leur a simplement à nouveau dit de continuer leur descente jusqu'à 3500 pieds. Mais quelque part autour d'ici, et peut-être même avant que le vol 072 ait commencé à acquérir une vitesse aérienne indiquée assez excessive, bien au-dessus de 300 nœuds. Ce qui est quelque chose qui aura bientôt un effet profond sur ce qui est sur le point de se passer. Le rapport final n'est pas très clair sur la raison pour laquelle cette vitesse excessive a été autorisée à se développer. Mais un facteur contributif possible est que le commandant de bord a mal compris cette autorisation précédente, ce qui aurait pu le conduire à descendre trop lentement au début pour ensuite piquer vers le bas et laisser la vitesse augmenter afin de rattraper leur profil de descente prévu. Il est également possible que l'autorisation Direct 2 qu'ils avaient reçue plus tôt vers le point final d'approche ait réduit leurs miles de trajet disponibles et les ait donc amenés à être en altitude. Dans tous les cas, il n'y avait aucune raison opérationnelle ou liée au contrôle aérien pour qu'une telle vitesse soit nécessaire, puisqu'il n'y avait pas d'autre trafic dans la zone et beaucoup d'espace disponible pour descendre. Non, au contraire, il semble probable que le commandant de bord ait délibérément utilisé une vitesse supérieure à la normale ici, dans une tentative mal avisée de compenser le retard. Et ou pour impressionner son tout nouveau copilote? En fait, pendant la descente,
Le commandant de bord avait essayé de montrer son habileté à configurer rapidement le système de navigation pour l'approche, sans même que le copilote ne s'en aperçoive, dont il s'est ensuite vanté. Quoi qu'il en soit, cette vitesse excessive a ensuite été maintenue alors que l'avion descendait en dessous de 10 000 pieds où une limite de vitesse de 250 nœuds serait normalement appliquée dans la plupart des régions du monde. Mais Bahreïn n'avait aucune limite de vitesse officielle à basse altitude. Et bien que la plupart des compagnies aériennes appliquent de toute façon leur limite de 250 nœuds en interne, même dans les pays qui ne l'exigent pas vraiment formellement, Gulf Air n'avait pas une telle politique. Techniquement, les pilotes étaient censés vérifier avec leur contrôle de la circulation avant de voler à une vitesse supérieure à 250 nœuds. De toute façon, mais cela ne s'est pas produit. Au lieu de cela, le vol a maintenant été autorisé à descendre à 1500 pieds. Et à l'heure 19:25, le commandant de bord a commencé à manœuvrer pour intercepter l'approche finale. Fixé pour le VOR DME non précis à la piste 1-2 de Bahreïn, une approche VOR-DME utilise une balise radio à gamme omnidirectionnelle à très haute fréquence pour définir le cap d'approche que les pilotes peuvent ensuite utiliser et suivre avec leurs instruments pour s'aligner précisément sur la piste. Le VOR ne fournit pas de guidage vertical comme le fait un système d'atterrissage aux instruments. Donc, à la place, les pilotes suivront leur distance par rapport à l'équipement de mesure de distance de l'aéroport, ou DME, et commenceront leur descente à des distances prédéterminées selon les cartes d'approche. Par mauvais temps, un VOR-DME est moins précis qu'un ILS et peut donc être un peu plus délicat à piloter, surtout par mauvais temps. Mais ce jour-là, la météo n'était pas du tout un problème, car la visibilité était presque illimitée. Selon la carte d'approche, pour cette approche particulière, le vol 072 devrait utiliser le VOR pour s'aligner avec la piste, à une distance minimale de 9000 nautiques de la station DME et à une hauteur de plateforme de 1500 pieds. Dans ce cas, la station DME était située à 2000 nautiques au-delà de l'extrémité la plus éloignée de l'aéroport. Donc, si vous voulez comparer les distances DME aux cartes de piste restantes vers la piste, vous devez soustraire 2. Maintenant, ce n'est pas super important pour cette histoire, mais juste quelque chose que je voulais mentionner afin d'éviter toute confusion à mesure que nous continuons. Maintenant, après s'être aligné avec le VOR à 9 DME, le tableau appelait à un vol à plat à 1500 pieds jusqu'à atteindre 7 DME. À ce moment-là, les pilotes pouvaient initier une descente régulière vers la piste. Selon les procédures d'exploitation standard de Gulf Air, lors de la réalisation d'une approche non précise comme celle-ci, les pilotes devaient configurer l'avion entièrement pour l'atterrissage avant d'atteindre le point final de l'approche, qui dans ce cas était ce point de 7 DME. Étant donné que les approches non précises sont généralement plus compliquées à piloter et nécessitent plus de concentration, la plupart des compagnies aériennes de l'époque avaient cette POS pour permettre aux pilotes de se concentrer entièrement sur la navigation une fois la descente initiée. Pour l'Airbus A320, cela signifiait que les volets devaient être réglés au maximum, le train d'atterrissage devait être abaissé, et dans ce cas, il devait également maintenir une altitude de 1500 pieds avant le point de repère. En plus de cela, la vitesse indiquée ne pouvait pas être inférieure de plus de 5 nœuds ou supérieure de plus de 10 nœuds à la vitesse d'approche calculée, qui pour le vol 072 était fixée à 136 nœuds. Si ces paramètres étaient respectés, eh bien, alors l'approche aurait été autorisée à se poursuivre, au moins jusqu'à quelque chose que nous appelons la porte d'approche. Selon le concept d'approche stabilisée, une approche est considérée comme stabilisée si, une fois la porte d'approche atteinte, l'avion est en configuration d'atterrissage, les leviers de poussée sont correctement réglés. La vitesse, le cap et les altitudes sont corrects. Et seules de légères entrées de contrôle seront nécessaires pour atterrir dans la zone de toucher. Chez Gulf Air, cette porte d'approche pour une approche VOR-DME était à 1000 pieds au-dessus de la piste, qui serait normalement atteinte à un peu plus de 5 DME sur cette approche particulière, ce qui signifie à environ 3 miles de la piste. Maintenant, la chose correcte à faire est de faire un tour si les critères d'approche stabilisée de l'entreprise ne peuvent pas être respectés par la porte d'approche. Mais les manuels de Gulf Air indiquaient simplement que les pilotes devraient envisager de faire un tour dans ce scénario, ce qui semble impliquer, de manière incorrecte, bien sûr, que les pilotes avaient le choix de continuer à la place. Quoi qu'il en soit, nous ne savons pas exactement dans quelle mesure ce problème particulier a eu une influence ici.
Mais ce que nous savons, c'est qu'il aurait dû être évident dès un stade très précoce que cette approche particulière ne serait pas stabilisée à 1000 pieds. Pendant la descente, le commandant de bord a déployé les spoilers à plusieurs reprises pour essayer de ralentir l'avion, mais il ne les a pas utilisés à leur maximum. Et au moment où les pilotes ont intercepté le cap d'atterrissage à 9 DME, ils étaient encore à 1873 pieds au lieu des 1500 pieds de requis. Et leur vitesse aérienne était toujours à un incroyable 313 nœuds. À ce stade, la chose correcte à faire aurait été de demander une belle grande orbite de 360 degrés ou un motif de maintien ou peut-être même quelques vecteurs radars. Et ensuite, ils auraient pu utiliser ces miles de pistes supplémentaires pour ralentir correctement et descendre à la bonne altitude. Si cela avait été fait, cela aurait peut-être ajouté environ 5 minutes au vol, mais cela aurait été tout. Mais le commandant de bord ne voulait pas faire ça. En fait, ses pilotes n'ont même jamais discuté de cette possibilité. Au lieu de cela, le commandant de bord a simplement rallongé les spoilers et a continué à foncer vers le point d'approche final sans rien dire sur la façon dont il allait gérer la situation. L'une des conséquences de voler à de telles vitesses élevées est que le rythme où vous devez agir et faire des choses pendant l'approche devient vraiment élevé. Et cela peut rendre vraiment facile de prendre du retard sur l'avion, et donc de rendre la situation encore plus compliquée. Le travail du copilote, puisqu'il était le pilote surveillant, aurait dû être de signaler que l'approche avait peu de chances de réussir et de suggérer une autre ligne de conduite. Ou du moins exprimer qu'il était mal à l'aise avec ce qu'il voyait. Mais ce pauvre premier copilote, qui, rappelons-le, n'avait reçu aucune formation en CRM pour lui apprendre des stratégies pour s'exprimer, est resté silencieux. En fait, à aucun moment pendant son vol, le copilote n'a fait autre chose que de répondre aux instructions du commandant de bord et de lire les éléments de la checklist. Il n'a jamais fourni d'input original et le commandant de bord n'en a jamais vraiment demandé non plus. Cela a laissé le commandant de bord voler essentiellement en solo. Ce qui n'est pas ce que vous voulez dans le type de situation de charge de travail élevée qui peut se développer lorsque vous êtes trop rapide à l'approche, comme nous le verrons bientôt. Quoi qu'il en soit, alors que le vol 072 approchait du point d'approche final à 7 DME, le commandant a maintenant demandé aux copilotes de signaler qu'ils étaient établis sur l'approche VOR DME. Et quand il l'a fait, le contrôleur d'approche de Bahreïn a répondu en le transférant au contrôleur de la tour, qui a immédiatement autorisé l'avion à atterrir. Le copilote a répété cela et le vol 072 a maintenant passé le point d'approche final à 7 DME, ce qui signifiait que le commandant pouvait commencer à descendre vers la piste. À ce stade, l'avion n'était pas du tout en configuration d'approche. Le train d'atterrissage venait d'être déployé, mais le commandant ne demandait que les volets à 1. Et leur vitesse aérienne était de 224 nœuds et leur altitude de 1678 pieds, donc encore presque 200 pieds trop haut. Maintenant, l'Airbus A320 a 5 réglages de volets, commençant par 0, signifiant rétracté, 1, 2, 3 et complet. Où les volets complets étaient normalement utilisés pour l'atterrissage chez Gulf Air, mais chaque étape de volet doit être sélectionnée en dessous d'une certaine vitesse indiquée. Car à des vitesses plus élevées, la pression aérodynamique sur les volets pourrait sinon être trop grande. C'est pourquoi l'équipage n'a pas pu étendre les volets à la position d'atterrissage avant d'atteindre le point d'approche final. Et ils étaient maintenant dans une position où il était impossible de se configurer entièrement pour l'atterrissage avant d'atteindre la porte d'approche, puisqu'il ne restait tout simplement pas assez de temps pour ralentir. Au lieu de cela, alors que le vol approchait 1000 pieds, le commandant de bord a annoncé qu'il avait maintenant une vue de l'aérodrome. Et donc, dans son esprit, il était passé d'une approche aux instruments à une approche visuelle. Vous voyez, lorsqu'on vole visuellement avec la piste en vue, la porte d'approche peut être abaissée à 500 pieds au lieu de 1000 pieds. Il a donc probablement essayé de se donner un peu plus de temps ici en utilisant cette règle. Mais à ce stade, la vitesse aérienne était encore de 207 nœuds, soit plus de 70 nœuds trop élevés, et les volets étaient toujours seulement en position 1. Le commandant de bord a annoncé qu'il devait être stabilisé à 500 pieds et il a ensuite ordonné au copilote de sélectionner les volets 2. Mais dans les 15 secondes suivantes, il a finalement commencé à réaliser l'inévitable. Et à l'heure 19:27, il a déclaré « Nous n'y arriverons pas ». Bien sûr, c'était une conclusion très peu surprenante.
Quelque chose qu'il aurait pu très facilement éviter en ralentissant plus loin ou en demandant plus de miles de piste. Mais son excès de confiance l'avait maintenant mené à cette croisée des chemins. Et pour être parfaitement honnête ici, la plupart des pilotes ont été dans des situations similaires à un moment donné de leur carrière. Je sais définitivement que j'ai été. La procédure standard à ce stade aurait été d'effectuer simplement une remise des gaz normale. Ce qui, pour cette approche, était aussi simple que de grimper tout droit en suivant la piste en direction de 2500 pieds, puis de revenir au début de l'approche pour une autre tentative. Mais au lieu de faire cela, le commandant de bord a simplement laissé sa descente se poursuivre pendant une courte période, pendant qu'il décidait d'une ligne de conduite appropriée. Puis, il a déconnecté le pilote automatique, éteint les directeurs de vol et a demandé au copilote de demander une orbite à gauche de 360 degrés. Il faut souligner ici qu'une fois que vous avez passé le point d'approche final, les seules manœuvres autorisées sont soit de continuer pour l'atterrissage, soit de faire un tour ou éventuellement un circuit pour atterrir sur la piste réciproque si cela a été prébriefé. Une orbite en approche finale n'est pas une pratique standard et ne doit pas être tentée, car les manœuvres visuelles, en dehors de celles que je viens de mentionner, doivent être effectuées au-dessus de l'altitude minimale de sécurité qui dans ce cas était de 1500 pieds. Et dans la plupart des cas, les compagnies aériennes ont des règles encore plus strictes concernant les 360 que cela. La raison en est que c'est tout simplement risqué de faire quelque chose comme ça, car cela déstabilise généralement encore plus les approches. Et la plupart des avions de transport ne sont pas vraiment conçus pour effectuer des manœuvres complexes en configuration d'atterrissage complète non plus. Donc, dans l'ensemble, c'était une assez mauvaise idée. Maintenant, le copilote aurait dû prendre la parole ici et dire quelque chose comme « Et je pense que nous devrions simplement faire demi-tour ». Et s'il avait fait cela, il est probable que le commandant de bord l'aurait écouté. Vous voyez, nous, les commandants de bord, pouvons parfois être très pris par l'envie d'arriver et nous apprécions réellement lorsque le pilote surveillant prend la parole et offre une voix de raison. Mais au lieu de cela, ce copilote a continué à ne rien dire et le commandant a donc commencé à exécuter une orbite entièrement manuelle de 360 degrés lors de l'approche finale par une nuit sans lune, en partie au-dessus de l'eau, à moins de 600 pieds au-dessus du sol. Maintenant, je veux m'arrêter ici et poser une question vraiment importante. Pourquoi pensez-vous qu'un pilote choisirait de faire quelque chose comme ça? Pourquoi ignorerait-il les règles, les réglementations et le bon sens commun? Eh bien, il s'avère que la réponse est qu'il existe plusieurs facteurs qui peuvent conduire à une non-conformité intentionnelle avec les SOP et les règles. Et tout c'était un temps en jeu ici. Bien sûr, l'historique de surconfiance du commandant de bord et son penchant pour la frime peuvent l'avoir prédisposé à prendre des risques. Après tout, il était nouveau dans son rôle et il a peut-être ressenti un peu de gêne quant à son incapacité à stabiliser l'approche dans ces conditions météorologiques et de visibilité presque parfaite. Dans de telles situations, effectuer une remise des gaz peut ressembler à admettre un échec, ce qui peut être difficile à faire pour certaines personnes. Mais des études ont également montré que les pilotes peuvent délibérément s'écarter des POS si tout le monde le fait, ou si le POS n'est pas perçu comme réaliste. En d'autres termes, c'est une partie de la culture d'entreprise. Ou il pourrait également le faire dans une tentative d'optimiser des choses comme le temps, la consommation de carburant ou la charge de travail. Maintenant, les violations pour l'une de ces raisons deviennent plus probables sous 4 conditions principales. Premièrement, l'attente que la règle devra être contournée pour accomplir le travail. Deuxièmement, une grande confiance en sa propre capacité à accomplir la tâche. Troisièmement, la présence d'opportunités de faire les choses plus efficacement que ce que la procédure permet. Et quatrièmement, une planification inadéquate qui force à résoudre les problèmes à la volée. Et comme il s'avère, tous ces facteurs de risque étaient présents ici. Tout d'abord, selon les contrôleurs aériens, certains vols de Gulf Air avaient occasionnellement effectué des orbites lors de l'approche finale dans le passé. Donc, le commandant de bord était probablement conscient qu'il y avait des précédents informels pour faire cela. Deuxièmement, une orbite au lieu d'une remise de gaz économiserait évidemment à la fois du temps et du carburant. Et troisièmement, l'équipage n'avait pas récemment discuté de la procédure de remise de gaz ou des critères dont ils auraient besoin pour effectuer une remise de gaz. Donc en d'autres termes, une planification insuffisante.
Il n'y avait aucune trace sur l'enregistreur de voix du cockpit d'un briefing approprié, mais bien sûr, l'enregistrement ne durait que 30 minutes, donc cela aurait pu se produire plus tôt. Quoi qu'il en soit, ce que je pense être de loin le facteur externe le plus important ici était la culture d'entreprise. Vous voyez, bien que Gulf Air insistait sur le fait qu'aucun pilote ne devait jamais être puni pour avoir effectué une remise des gaz à partir d'une approche instable, ils exigeaient toujours que les pilotes soumettent un rapport sur la raison de la remise des gaz, s'ils en faisaient une. Maintenant, non seulement cette paperasse supplémentaire était probablement assez ennuyeuse à faire, mais elle a également conduit à la perception parmi certains pilotes de Gulf Air que la compagnie aérienne voyait d'un mauvais œil les remises des gaz. Et cela, juste là, est absolument inacceptable. Chaque fois que les pilotes ont cette impression, même s'ils ont tort, la compagnie aérienne doit prendre des mesures claires et sans équivoque pour dissiper ce type d'inquiétude. Parce que lorsque les pilotes ressentent une pression pour ne pas faire demi-tour, ils commencent à prendre des risques pour les éviter. Donc, si vous vous mettez à la place du commandant de bord, vous venez de rater cette approche en volant trop vite sans raison, valable, et vous êtes maintenant déstabilisé. Mais si vous faites demi-tour, vous devrez remplir des documents pour expliquer à votre patron pourquoi vous n'avez pas pu atterrir sur une longue piste bien dégagée, avec une visibilité illimitée, un vent minimal, aucun autre trafic et un avion parfaitement fonctionnel. Alors, pourquoi vous soumettre à tout cela quand vous pourriez simplement faire une orbite à la place pour revenir sur la bonne voie et simplement atterrir? Cela vous semble-t-il un peu plus logique maintenant? Oui, en tout cas. Une façon pour les compagnies aériennes de prévenir ce genre de choses est de surveiller les données de vol de leur flotte pour détecter des signaux inhabituels ou des dépassements de certains paramètres. Cela s'appelle un programme de surveillance des données de vol et il peut être très utile pour détecter lorsque les pilotes violent régulièrement les POS dans des situations qui ne seraient pas signalées autrement. Ces types de programmes permettent aux compagnies aériennes d'identifier les causes profondes des violations et de modifier leur politique afin d'inciter aux bonnes actions. Mais le programme de surveillance des données de vol de Gulf Air n'existait que sur papier. La compagnie aérienne avait même acheté ses avions avec des enregistreurs de données à accès rapide installés pour faciliter ce type de surveillance, mais ils n'avaient jamais été activés. Donc, c'est essentiellement un excellent exemple de la manière dont les politiques et la culture des compagnies aériennes peuvent jouer un rôle énorme dans la prise de décision des pilotes, et expliquer pourquoi certaines décisions apparemment inexplicables sont prises. Quoi qu'il en soit, dans la tour de contrôle de Bahreïn, un contrôleur en formation opérait la position de la tour sous supervision lorsque le vol 072 a appelé pour demander cette orbite. À ce stade, le vol 072 n'avait pas signalé qu'ils étaient en visuel, donc pour autant que le contrôleur le sache, il volait toujours l'approche VOR où une telle manœuvre n'était certainement pas autorisée. Donc, strictement parlant, le contrôleur aurait dû refuser cette demande et simplement ordonner à leur vol d'exécuter un tour de piste à la place. Mais ni le contrôleur stagiaire ni son superviseur n'ont vraiment reconnu le problème et ont simplement approuvé la demande pour ce virage à 360 degrés. Le commandant de bord a donc finalement commencé à tourner à gauche pour commencer l'orbite, positionné à seulement 0,9 milles nautiques du seuil de la piste, ce qui est tout simplement insensé. À ce stade, leur altitude était encore de 584 pieds, avec une vitesse de 177 nœuds, ce qui signifie qu'ils étaient encore à plus de 100 pieds trop haut et 40 nœuds trop rapides. Alors que le commandant de bord maintenait l'avion dans le virage, il a demandé au copilote de sélectionner d'abord les volets 2, puis les volets 3, et enfin les volets pleins. Et après avoir fait cela, le copilote a annoncé que la checklist d'atterrissage était maintenant terminée. Le commandant de bord pilotait maintenant l'avion manuellement en configuration d'atterrissage à traînée élevée complète. Ce qui était assez difficile car même l'Airbus A320 à commande de vol électrique ne se comporte pas très bien avec les volets complètement déployés en vol horizontal et en virage. Et pour aggraver les choses, l'aéroport de Bahreïn est situé sur une petite île dans le golfe Persique. Donc, au fur et à mesure que le virage à gauche progressait, l'avion a rapidement survolé l'aéroport et est passé au-dessus de l'eau, qui était d'un noir d'encre, puisque le soleil s'était couché et que la lune n'était pas encore levée. Puisque le commandant de bord avait éteint le pilote automatique et les directeurs de vol, il pilotait maintenant à vue. Et il s'est rapidement retrouvé contraint de jeter des regards alternatifs entre ses instruments et par la fenêtre à la recherche d'un point de référence.
Les données de vol montrent qu'il avait du mal à contrôler l'avion à la fois en roulis et en assiette, et il aurait pu commencer à se désorienter déjà à ce stade. Pendant l'orbite, leur altitude fluctuait de manière incontrôlable, allant de aussi bas que 102 mètres à aussi haut que 294 mètres. Et ils ont dépassé à plusieurs reprises l'angle d'inclinaison maximale normale de 25 degrés, atteignant un maximum de 36 degrés d'inclinaison à gauche. Dans la tour, les contrôleurs étaient quelque peu préoccupés par la trajectoire de vol erratique du vol 072, mais alors que le vol se rapprochait de l'axe de la piste, la tour a néanmoins réitéré l'autorisation d'atterrissage. À ce moment-là, le copilote a déclaré la piste en vue alors que les lumières de l'aéroport redevenaient visibles sur leur gauche. Et en apercevant les lumières, le commandant de bord a instinctivement nivelé les ailes afin de retrouver ses repères et déterminer sa position par rapport à la piste. Mais il l'a fait beaucoup trop tôt. L'avion volait maintenant presque à 90 degrés du cap d'approche, passant bientôt à la hauteur du seuil de piste, qui était près de leur position à 10 heures. Le commandant de bord a commencé à jurer et a annoncé « Nous l'avons dépassé ». À ce moment-là, il a repris le virage à gauche et a également commencé à augmenter la poussée. Cliquant sa langue de frustration, il a ensuite dit au copilote d'appeler la tour et a annoncé qu'ils étaient maintenant finalement en train de faire le tour. Au moment où la remise des gaz a été initiée, le commandant de bord était probablement déjà quelque peu désorienté et certainement très stressé. Non seulement par la difficulté de la manœuvre, mais probablement aussi par son échec à atteindre l'objectif prévu. Jusqu'à présent, tout ce que le commandant de bord avait essayé semblait seulement aggraver leur situation. Et maintenant qu'il avait finalement décidé de s'éjecter, il se retrouvait à le faire depuis une position hautement anormale. Lorsque nous, les humains, sommes soumis à beaucoup de stress, la probabilité de commettre des erreurs augmente significativement. Et parfois, ces erreurs s'accumulent, rendant la situation plus stressante, ce qui rend les erreurs encore plus probables, jusqu'à ce que les choses commencent à déraper complètement hors de contrôle. Et c'est exactement ce qui s'est passé au cours des 55 secondes suivantes. Maintenant, lors d'une remise des gaz, le pilote doit appliquer la poussée de remise des gaz, incliner jusqu'à environ 15 degrés, rentrer les volets à la position 3, vérifier la montée positive, puis rentrer le train d'atterrissage. Ce sont des éléments à mémoriser, donc le pilote doit les connaître par cœur. Mais dans ce cas, non seulement les pilotes de Gulf Air n'ont pas pratiqué de remise des gaz normale lors des entraînements récurrents sur simulateur, le stress élevé et leur position inhabituelle par rapport à la piste auraient probablement rendu plus difficile pour les pilotes de se rappeler ces éléments à mémoriser tout en essayant encore de manœuvrer l'avion. Initialement, le commandant de bord a commencé à tirer sur son manche à balai, atteignant une assiette de près de 14 degrés. Mais au lieu de le maintenir là, il a ensuite commencé régulièrement, probablement instinctivement, à abaisser à nouveau le nez en dessous de 10 degrés alors qu'il continuait le virage à gauche. Pendant ce temps, il a également demandé des volets pour une remise en vol et en même temps, en réponse à l'appel de remise en vol du copilote, la tour a demandé s'il souhaitait des vecteurs radar pour une autre approche. Le commandant a répondu oui et le copilote a répondu de la même manière tout en ramenant le levier des volets à la position 3, comme le commandant l'avait demandé. Le commandant a ensuite également demandé que le train d'atterrissage soit rentré et le copilote a obéi. Mais l'avion a continué à tourner à gauche, dépassant la ligne médiane de la piste au lieu de suivre la procédure de remise en vol publiée qui consistait à suivre la direction de la piste tout droit. Nous ne savons pas pourquoi cela s'est produit, mais cela aurait pu être en prévision des vecteurs radars imminents pour revenir sur l'approche, où le commandant de bord était maintenant tellement saturé de tâches qu'il ne remarquait pas que l'avion continuait de tourner. En même temps, il continuait à appliquer une pression vers l'avant subtile, probablement inconsciente, sur son manche à balai, ce qui faisait lentement baisser le nez vers 6 degrés, bien en dessous de l'assiette de remise en vol de 15 degrés. Il convient de noter ici que lors d'une remise en vol avec le directeur de vol engagé, la superposition du directeur de vol sur l'affichage de vol principal aurait indiqué l'angle de tangage cible de 15 degrés. Mais comme il avait éteint les directeurs de vol pendant l'orbite, aucun angle de tangage cible n'était maintenant affiché. Très probablement, le commandant de bord n'était même pas conscient qu'il effectuait ses entrées vers le bas du nez, car il aurait été concentré sur le virage de l'avion et l'appel à la configuration de remise en vol. Et que se passe-t-il lorsqu'un avion commence à piquer du nez avec la poussée de remise en vol réglée? Oui, il commence à accélérer. Maintenant, dans un état de désorientation, une augmentation de l'accélération vers l'avant
peut ressembler beaucoup à une augmentation de l'assiette. Et c'est parce que les deux forces vous poussent dans la même direction par rapport à votre siège, essentiellement vers l'arrière. Et le système vestibulaire dans nos oreilles internes ne peut pas déterminer la différence entre ces deux sensations. La seule façon pour nos cerveaux de distinguer ces deux sensations est par des références visuelles extérieures, comme l'horizon ou l'indicateur d'assiette. Ce type de confusion sensorielle est appelée une illusion somatographique et elle a causé plusieurs accidents au fil des ans, impliquant des entrées de tangage vers le bas lors d'une remise des gaz. Donc, dans ce cas, alors que le commandant de bord devenait de plus en plus stressé et saturé de tâches par cette série complexe de manœuvres, il a également commencé à devenir plus susceptible aux effets de l'illusion somatographique. Alors que le moteur montait en puissance jusqu'à la poussée take-off, go-around, l'angle de tangage faible, entraînait une accélération de plus en plus importante, ce qui aurait également ajouté à cette illusion à chaque seconde qui passait. Le copilote a maintenant fait les annonces standards de montée positive et de rentrée du train d'atterrissage. Et au même moment où il a fait cela, le contrôleur leur a donné l'instruction de voler en cap de 300 degrés et également de monter à 2500 pieds. Le copilote a correctement répété cela et le commandant de bord lui a demandé de répéter le cap, ce qu'il a également fait. Le copilote a ensuite demandé au commandant de bord s'il devait tourner à droite ou à gauche, mais le commandant de bord n'a tout simplement pas répondu. En fait, il avait maintenant commencé à stabiliser l'avion sur un cap de 0,40 degrés au lieu des 300 degrés autorisés. Juste 2 secondes plus tard, avant que quiconque puisse clarifier la situation, une sonnerie continue et répétitive a soudainement commencé à retentir, avertissant les pilotes que l'avion dépassait maintenant la vitesse maximale de 185 nœuds pour les volets en position. Le copilote s'est exclamé qu'il dépassait la limite de vitesse, et alors qu'il faisait cela, la tour leur a donné l'instruction de recontacter à nouveau l'approche de Bahreïn. Le copilote a répété cela, mais le commandant de bord a simplement lâché un juron. Il était probablement maintenant très stressé. Pendant que tout cela se passait, l'avion a continué au-delà des limites de l'aéroport de Bahreïn et en direction du golfe Persique d'un noir d'encre. Et cela signifiait soudainement que le commandant de bord ne verrait désormais qu'une obscurité totale à l'extérieur de ses fenêtres. 2 secondes après cette perte de repère visuel, il a commencé à pousser encore plus sur son manche à balai, ce qui a fait tomber rapidement le nez en dessous de l'horizon jusqu'à atteindre un terrifiant moins 15 degrés. La pente maximale autorisée par les protections de l'enveloppe de vol de l'Airbus A320. Le timing ici n'était pas une coïncidence car la perte de repère visuel augmente considérablement les effets de l'illusion somatographique. Maintenant, il avait encore ses instruments qui fonctionnaient devant lui, mais il ne semble pas les avoir beaucoup regardés. Pendant que cela se produisait, le copilote a annoncé « Vérification de vitesse, volette 3 » et le commandant de bord a répondu en ordonnant de relever les volets. Il était donc toujours là, en quelque sorte, même s'il ne pilotait manifestement pas correctement l'avion. Mais ensuite, le stress a encore augmenté lorsque le système d'avertissement de proximité du sol, le GPWS, a soudainement réalisé la vitesse de rapprochement au sol de l'avion et a commencé à annoncer taux de descente, suivi de plusieurs tirés vers le haut. Maintenant, la seule façon correcte de répondre à cet avertissement particulier est de tirer immédiatement le nez vers le haut autant que les protections de l'enveloppe de vol le permettent, de s'assurer que la poussée est complètement en avant et que les freins de vitesse sont rentrés. Mais ici, aucun des pilotes n'a du tout réagi à cela. Alors, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, le rapport final a en fait utilisé une excellente analogie pour nous aider à comprendre cela. Vous voyez, vous devez considérer le cerveau humain comme un processeur à un seul canal. Il ne peut gérer qu'un certain nombre de choses à la fois avant d'atteindre sa capacité, et ensuite rien de nouveau ne peut passer. Dans des situations de stress extrême, de nombreux stimuli différents nous parviennent en peu de temps. Le cerveau peut s'engager dans ce que l'on appelle le délestage de charge, où il cesse simplement de traiter certains stimuli selon une hiérarchie instinctive d'importance. Dans de nombreux cas, le traitement audio, l'ouïe, est l'une des premières choses à disparaître. C'est pourquoi les sons peuvent sembler étouffés ou sourds dans des moments de panique, de peur ou de confusion extrême. Donc, très probablement, à mesure que de plus en plus de facteurs de stress s'accumulent sur le commandant de bord, il a en fait perdu sa capacité à percevoir de nouveaux stimuli auditifs, ce qui l'a physiquement empêché d'entendre les avertissements de proximité du sol.
Ce type de situation peut être évité en s'exerçant rigoureusement à répondre aux avertissements du Ground Proximity Warning System, la manœuvre d'évasion de terrain dans un simulateur, car cela reconditionne le cerveau subconscient à donner à ces avertissements une priorité plus élevée. Mais bien sûr, Gulf Air n'avait pas fourni une quantité suffisante de ce type de formation pour ses pilotes. Maintenant, la charge de travail du copilote était beaucoup plus faible ici, puisqu'il n'était pas responsable du pilotage manuel de l'avion. Il est donc difficile de croire qu'il était si surchargé qu'il ne pouvait pas entendre ces avertissements. Mais comme Gulf Air n'a pas fourni de formation continue sur la réponse au GPWS ou sur les situations de dépassement de vitesse des volets, il est possible que le copilote ne sache pas vraiment lequel de ces avertissements représentait une menace plus grande. Le dépassement de vitesse des volets n'est pas vraiment une menace directe pour la sécurité. Mais s'il pensait que c'était le cas, alors il aurait été confronté à un choix difficile pour décider quel avertissement traiter en premier. Ce choix a été fait pour lui, cependant, car le commandant de bord est resté concentré sur l'avertissement de dépassement de vitesse. Et, en fait, alors que le copilote annonçait le train d'atterrissage rentré et commençait à mentionner les volets, le commandant de bord a maintenant appelé les volets complètement, toujours avec le GPWS retentissant en arrière-plan. Lorsque le copilote confus et peu assertif a vu le commandant de bord s'occuper en premier de la question des volets, il est probable qu'il n'a même pas remis en question si c'était la priorité la plus élevée. Il l'a encore une fois simplement accepté. Maintenant, il ne croyait probablement pas que son commandant de bord pourrait faire voler l'avion directement dans l'eau, mais en fait, c'est exactement ce qui se passait à ce moment-là. Et en ne parvenant pas à intervenir et à inciter le commandant de bord, ou peut-être même à prendre le contrôle, le sort de cet avion était désormais scellé. Dans les dernières secondes, le commandant de bord a commencé à monter légèrement, mais c'était probablement plus une réaction à sa propre désorientation qu'aux avertissements du GPWS. Le dernier mot sur l'enregistreur de voix du cockpit était le copilote annonçant que les volets 0 avaient été réglés, et puis tout était fini. 2 secondes plus tard, avec une assiette de 6 degrés vers le bas et une vitesse de 282 nœuds, le vol 072 s'est écrasé dans le golfe Persique, détruisant complètement l'avion, et toutes les 143 âmes à bord ont été instantanément perdues. Après cet accident, il aurait été facile pour les enquêteurs de le classer comme un autre cas de désorientation spatiale de l'équipage lors d'une remise des gaz. Il y a eu depuis plusieurs accidents tragiques de ce type, où un pilote se désoriente et effectue des commandes vers le bas pendant une remise des gaz, y compris, mais sans s'y limiter, le vol 981 de Fly Dubai en 2016, le vol 363 de Tatarstan Airways de 2013 et le vol 967 d'Armavia en 2006, que j'ai déjà montré sur cette chaîne. Mais, à la crédit de l'enquêteur, cette enquête a examiné non seulement tous les facteurs qui ont conduit à la perte de conscience situationnelle et spatiale de l'équipage de vol, mais aussi les raisons derrière les mauvaises décisions qui les ont amenés là en premier lieu. Les déviations intentionnelles des SOP peuvent sembler sur le moment comme une bonne idée, mais il est généralement très difficile d'évaluer précisément les risques associés au fait de quitter le filet de sécurité que ces procédures fournissent. Surtout dans des situations où les marges sont déjà minces, comme lors d'un atterrissage ou d'une remise des gaz. Une fois que nous cessons de fonctionner dans le cadre de ces procédures définies, nous risquons de nous retrouver dans des situations très complexes et imprévues qui pourraient dépasser nos capacités. Peu importe à quel point nous nous croyons compétents. Mais ce que cette enquête a clairement montré, c'est que c'était beaucoup plus complexe que de simples pilotes qui ne respectent pas les règles. Personne ne viole autant de POS dans le vide. Il a été constaté que Gulf Air avait contribué à cet accident en ignorant et même en éliminant les programmes de formation qui auraient aidé le copilote à s'exprimer, encourager les pilotes à maintenir une vitesse aérienne plus sensée, faciliter la décision du commandant de bord de faire un tour de piste et améliorer la réponse des pilotes aux avertissements de dépassement de vitesse des volets et du GPWS. La compagnie aérienne a également échoué à mettre en œuvre des politiques qui auraient pu éviter l'association de 2 pilotes faibles et inexpérimentés ensemble, ainsi que des programmes qui auraient pu surveiller leurs propres opérations de vol pour trouver des tendances inquiétantes. Après l'accident, plusieurs personnels clés de Gulf Air et de l'Oman DGCA ont démissionné, et des entrepreneurs ont été engagés pour aider à refondre l'ensemble de la culture de sécurité de la compagnie aérienne.
Gulf Air a temporairement suspendu son programme de nomination d'instructeurs et son programme de formation AB Initio afin d'apporter des améliorations majeures à ces deux processus. Et la compagnie aérienne a également introduit la formation CRM, plus de formation sur les remises en vol, de nouvelles procédures liées à la gestion de la vitesse et au concept d'approche stabilisée, ainsi que la manœuvre visuelle. Ils ont également pris des mesures pour s'assurer que les pilotes ne ressentiraient plus de pression pour éviter les remises en vol. Et ils ont installé une modification approuvée par Airbus qui fait que le directeur de vol se réengage automatiquement lorsque le mode remise en vol est activé. La mentalité anti-sécurité qui a autrefois joué au sein de la direction de Gulf Air a été purgée lors de plusieurs périodes de changement de direction, ce qui a impliqué une réduction majeure des opérations de l'entreprise. Comme tous les pays sauf Bahreïn ont révoqué leur copropriété, Gulf Air existe toujours aujourd'hui en tant que transporteur national de Bahreïn. Mais depuis la tragédie du vol 072, il n'a pas eu d'autres accidents graves. Maintenant, si vous aimez cette histoire, alors vous devriez absolument regarder cette vidéo ensuite. Et assurez-vous de nous suivre également sur Spotify et de nous rejoindre sur Patreon. J'adorerais vous voir à ma prochaine rencontre. Je m'appelle Peter Hernfeld et vous regardez Mentour Pilote. Passez une journée absolument fantastique et je vous verrai la prochaine fois. Au revoir.